Nous allons vous présenter l'essentiel d'un travail de flux de données sur la méthode d'apprentissage supervisé, cadre de la méthode linéaire de discriminant. C'est un travail qui est effectué par moi-même, Koubaka Sandaliaga, et ainsi Savitri. Comme ça va être travail, nous allons faire une petite introduction sur le problème de notre travail, la méthode linéaire. On va parler de la méthode linéaire discriminante, la préparation de notre jeu de données, le choix de certains paramètres sur notre jeu de données pour pouvoir utiliser notre algorithme. Et puis nous allons passer à une évaluation de notre modèle de données, d'apprentissage plutôt. Enfin, nous allons faire une comparaison avec le résultat obtenu de la méthode discriminante linéaire par rapport à la méthode de régression logistique que nous allons utiliser comme deuxième méthode. Et puis une petite conclusion sur le travail. Par rapport à l'introduction du problème, nous avons utilisé nos données qui sont liées à une campagne de marketing direct établie par un établissement portugais. Les campagnes de marketing sont basées sur des appels téléphoniques. Souvent, il y a un contact, un appel qui est effectué à un client de la banque. À partir de laquelle on va pouvoir prendre certaines informations liées à la campagne de marketing, selon un certain principe du questionnaire. On va constater qu'on peut retrouver dans notre jeu de données plusieurs clients qui ont été appelés, mais qui ont fourni des réponses différentes. Et ça arrive parce qu'on peut appeler le même numéro plusieurs fois. Le but ici, c'est de pouvoir déterminer, de prévoir si un client fera un dépôt à terme, c'est-à-dire au temps prévu par la banque. Puis de connaître le pourcentage de chances pour pouvoir faire une mauvaise prédiction. Alors, comme a su dire mon camarade, le travail est subdivisé en deux parties. Donc, deux parties de supervision. On va faire une supervision. Donc, moi, je parlerai plus de la partie supervision par discriminante linéaire. Alors, nos prédécesseurs ont parlé plus sur la supervision, donc je serai plus sur succès. Donc, alors, qu'est-ce que la supervision linéaire discriminante? Alors, c'est tout juste une technique qui permet donc de prédire l'appartenance d'un individu à une classe. Donc, la classe, notre classe sera donc choisie par notre classe ici est considérée Y, qui est donc un dépôt ayant deux variables oui et non. Donc on va donc essayer de faire, par exemple, un groupe appartient un groupe appartient à oui, non, excusez-moi, un individu appartient à un groupe oui ou à un groupe non. Donc on va essayer donc de faire cette prédiction afin de déterminer l'individu. Alors comme préparation de données, nous avons donc, en fait, c'est Yvan qui va essayer de faire. Par rapport à la préparation des données, nous avons utilisé notre jeu de données provenant de la source sur le site archive.cs. Notre jeu de données comprend 4521 observations avec 17 variables dynamiques. Nous avons considéré ici variables prédictives sur 17 au total. Provenant de notre jeu de données, et puis la variable à prédire, qui est notre objectif dans ce travail pour pouvoir déterminer si un client va pouvoir faire son dépôt à terme, qui est la variable Y, qui symbolise les dépôts bancaires, qui peut avoir deux valeurs, oui ou non. Toujours par rapport au traitement de nos données, nous avons nos variables, nous avons utilisé Y, qui symbolise le dépôt bancaire effectué par un client dans une banque. C'est-à-dire on va pouvoir chercher à savoir si un client va effectuer son dépôt bancaire à terme, oui ou non. Et puis nous avons nos variables prédictives, âge qui est une variable numérique, l'âge de la personne, la journée, combien de fois, les jours, la campagne, on a pu contacter le client pour pouvoir prendre certaines informations. Nous avons une variable prévue qui nous donne le nombre de contacts effectués à un individu quelconque. Et la campagne, nombre de campagnes, qui est aussi une valeur numérique. Le fait d'être, c'est le nombre de jours passés, passés après que le client a été contacté par la dernière
fois pour la campagne transférée. Et puis nous avons la durée, c'est-à-dire le nombre de fois que le contact a été effectué pour un individu quelconque. Le choix d'un ensemble d'entraînement ici, nous avons subdivisé notre jeu de données en deux parties. Nous avons la première partie où nous avons le jeu de données d'apprentissage qui contiennent 3521 observations, à peu près 78% de l'ensemble de nos données. Et puis nous avons choisi de donner des tests, 1000 observations pour notre évaluation. Nous tenons à signaler que cette division est toujours souhaitable. Pourquoi? C'est parce que nous voulons obtenir une évaluation un peu crédible de la réalité en termes de performance. Pour notre cas, nous n'avons pas de données manquantes dans notre jeu de données, mais il y a plusieurs techniques pour pouvoir éliminer les données manquantes. Dans notre rapport, nous avons signifié, mais comme il s'agit de la présentation, nous donnons l'essentiel. Mais je vais juste signifier que nous considérons ici à utiliser complètement la méthode de traitement aléatoire. Pourquoi? Parce que cette méthode donne des estimations non biaisées. Même lorsque nous passons par la suppression de certaines variables, comme le cas précédent du groupe précédent, ça a été une meilleure stratégie parce qu'on doit nécessairement supprimer les données manquantes pour éviter des mauvaises prédictions. Par rapport aux paramètres, je vais laisser merci. Alors, ici, là, nous allons parler des paramètres qu'on a pu utiliser pour pouvoir faire la prédiction. En fait, je parlerai plus de la prédiction avec la méthode discriminante linéaire. Alors, comme je venais de dire précédemment que l'apprentissage supervisé a pour objectif de mettre à jour une liaison fonctionnelle F entre une variable cible, la cible, notre cible est définie comme Y, que l'on cherche à prédire une ou plusieurs variables prédictives. Nos variables prédictives ne sont autres que les 6 variables que l'Irène a citées précédemment. Alors, concernant toujours les paramètres utilisés pour faire la prédiction, tout d'abord, lorsque nous avons utilisé Tanaka, on a donc donné pour cible Y qui n'est autre qu'une variable discrète. Et les 6 autres variables qui sont des variables continues. Alors pour l'algorithme utilisé, comme je venais de le dire en amont, que c'est l'algorithme discriminante linéaire. Et les fonctions utilisées pour pouvoir faire cette prédiction, on a classifié donc les performances pour avoir la matrice de confusion, afin de savoir est-ce que les groupes, est-ce que le classement des individus dans des groupes Y, dans un groupe Y, c'est-à-dire dans des groupes oui et non, sont vraiment considérables. Et on a utilisé MANOVA, qui n'est autre qu'un test d'analyse de variance multivariée, et LDH Sommar, qui fait une évaluation individuelle des variables prédictives. Enfin, nous faisons l'évaluation, c'est-à-dire nous allons essayer d'évaluer les deux méthodes pour voir quelle est la méthode la plus adaptative. Alors, compte tenu toujours de la comparaison, après avoir effectué la méthode discriminante linéaire, nous avons obtenu au préalable une matrice de confusion. Alors, on va essayer d'expliquer cette matrice de confusion. Alors, comme vous le constatez, ici, là, il n'y a pas vraiment les groupes, tous les individus sont groupés dans les deux groupes, dans oui et non. Donc, voilà pourquoi on dit ici, la matrice de confusion avec un taux d'erreur dans l'apprentissage est de 11,13%. Les variables sont significatives à 5%, avec 392 individus mal classés sur 3521. Pourquoi les 392 individus là sont mal classés? Tout simplement parce que si on prend par exemple le groupe non. Le groupe non, il y a une confusion entre le non et le oui. Donc ici là on trouve 94, on prend les 94 là, on vient yes. Yes, il y a 104, c'est bien classé maintenant, alors que ici, il y a une confusion entre yes et non. Donc, voilà pourquoi on dit qu'il y a 298 ans. On fait une addition entre les deux valeurs, on trouve 92 individus mal classés. Alors, ici, là, pour pouvoir élucider cette partie, c'est plus clair dans l'analyse factorielle, mais cela ne fait pas l'objet de notre travail. Sinon, on devrait avoir un diagramme qui va bien expliciter cette partie. Alors, dans cette partie du MANOVA,
Ici, là, on va juste faire une évaluation globale du modèle. C'est-à-dire, on va essayer de voir, comme j'ai su décrire, lambda de Wikileaks est l'indicateur privilégié pour l'évaluation statistique du modèle. Cela varie entre 0 et 1. C'est-à-dire, quand c'est 0, le modèle est bon, et quand c'est 1, il est difficile de discerner les individus appartenant à des classes différentes. Alors, ici, là, quand on essaie de voir, notre L, c'est 0,82. Cette valeur tend vers 1. Ce qui aurait dire que notre modèle n'est pas bon. C'est-à-dire que les individus sont confondus entre les deux classes, non et S. Alors, toujours dans la comparaison avec les paramètres utilisés dans la méthode discriminante linéaire, ici nous allons essayer de faire une évaluation. Donc, pour pouvoir essayer de voir quelles sont les erreurs que notre méthode a données. Donc ici on va faire une validation croisée. Alors en faisant une validation croisée, on trouve le taux d'erreur de 11,26. Donc il y a donc eu une augmentation de 0,13 par rapport au taux d'erreur qu'on a eu à citer précédemment. Ici là, en faisant l'erreur bootstrap, on trouve 11,14. Par rapport au taux d'erreur précédent, on a 11,13. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu une augmentation de 0,1%. Alors ici là, on a pris aléatoirement dans notre jeu de données un individu aléatoire pour pouvoir voir son appartenance entre le groupe yes et oui. Donc ici là, nous avons une classification, une fonction de classification, c'est-à-dire on a nos 6 variables, 6 variables prédictives. On va donc essayer, ça c'est l'individu, on dit, considérons maintenant un individu comme nous présente le tableau ci-dessous, on donne l'individu. Ici là, on calcule pour le nom, on prend ça, cette valeur multipliée par cette valeur, plus cette valeur multipliée par cette valeur, plus ça, on trouve une valeur. On vient pour le yes, cette valeur multipliée par ça, ainsi de suite, on trouve une valeur. Quand on va trouver les deux valeurs, on va essayer de comparer. En faisant la comparaison, on trouve que 16, on trouve 16,21, ici on trouve 17,12. On conclut donc que cet individu appartient à la classe yes. Donc, comme je venais de dire toujours que si on avait pris en compte la méthode d'analyse factorielle, discriminante factorielle, on devrait plus avoir un éclaircissement sur l'appartenance. Alors, toujours dans l'analyse discriminante, on va donc essayer de faire une sélection des variables parce que dans nos variables, nous avons certainement des variables qui sont bien explicatives. En fait, on a des variables explicatives et des variables non explicatives. Nous allons donc essayer de faire une sélection pour pouvoir prendre des variables qui sont plus explicatives. Alors, pour ce faire, on a donc essayé Tanagram nous donne une fonction pour pouvoir faire cette sélection. Et en faisant cette sélection, on a donc choisi une p-value à 1% pour pouvoir donc essayer de dire à Tanaka, écoutez, si on trouve des variables qui dépassent, si on trouve par exemple une variable p-value supérieure à 1%, alors tu rejettes ces variables. Voilà, on a essayé de faire cette technique afin de voir des variables plus explicatives. Et en faisant cela, nous trouvons 3 variables explicatives. Et en trouvant cela, nous avons donc essayé de donner un individu pour pouvoir voir son appartenance. Et en faisant cela, nous trouvons toujours cet individu appartient toujours à la même classe. Yes. Mais on n'a pas essayé de mettre cela ici. Alors ici, on va donc essayer d'évaluer, on va essayer de donner une évaluation non biaisée des performances de l'analyse discriminante le plus simple pour nos données test. Donc en faisant cela, nous trouvons un taux d'erreur qui est 11%. Alors en conclusion, nous notez béni, sinon notez bien, on peut dire que ici le taux d'erreur est test de l'analyse est de 11%. Ce qui revient donc à dire, si nous utilisons cette analyse linéaire pour prédire la classe d'appartenance d'un nouvel individu, nous avons 11% de chances de réaliser une prédiction erronée. Donc, c'est une remarque qu'on a eu à donner pour essayer de donner le taux d'erreur des données tests. Alors, pour la suite du travail, je passerai le relais
à mon camarade. Comme il s'agit d'une étude comparative, nous avons utilisé la deuxième méthode qui est la régression logistique. Ce qu'on peut retenir de la régression logistique, c'est juste pour construire un modèle qui doit nous permettre de pouvoir prédire, des variables prises par rapport à certaines variables prédictives considérées. Pour notre cas, nous avons 6 variables prédictives et une variable dépôt bancaire qui est Y. C'est qu'on a encore à prendre sous la régression logistique. Si nous sommes dans le cas où la variable cible, c'est-à-dire la variable à prédire, est binaire, dans ce cas, on parlera de régression logistique binaire. Dans le cas contraire, si on possède deux modalités, c'est-à-dire la variable à prédire possède plus de réponses, c'est-à-dire possède plusieurs valeurs associées à cette variable, on parlera de la régression logistique polytomique. Et enfin, ce qu'on a retenu aussi, c'est que les variables explicatives sont qualitatives. Dans ces cas, les variables prédictives, si elles sont qualitatives, dans ces cas, on doit passer par l'encodage qui est la binarisation, qui est une fonction directement implémentée dans Stanatar. Nous allons signaler dans notre étude, nous avons utilisé le jeu de données avec les variables qui sont quantitatives, comme variables prédictives. Quand on parle de variables quantitatives, on va avoir deux modalités. Nous avons deux réponses, oui ou non. Quand nous avons exécuté notre programme sur la régression logistique, nous avons du coup l'apparence de la matrice de confusion. Cette matrice nous donne le taux dehors de notre jeu de données sur l'apprentissage. On va constater qu'à 5% des significations de nos variables, nous avons 10,99% de taux d'erreur, qui est presque équivalent avec la méthode discriminante linéaire. Donc, c'est pas trop loin les taux d'erreur avec la méthode précédente. On montre. Ok. Non. Voilà. Nous avons aussi constaté, en prenant nos variables sans tenir compte de leur corrélation entre elles, il n'y a que 5 variables qui ont un coefficient significativement différent de 0 par rapport au centre de la statistique de Watt. Ici, nous avons constaté qu'il a un coefficient égal à 0 au centre statistique de Watt. Comme solution proposée ici, nous allons supprimer cette variable de notre modèle d'apprentissage. En supprimant cette variable, nous remarquons que le taux d'erreur diminue à 10,93%. Et donc, les variables sont maintenant significatives à 5% comme on le constate ici. Par rapport à la statistique, il n'y a pas de 0 quelque part. Et par rapport à la matrice de confusion, on va remarquer que si on peut interpréter cette matrice, 3068 individus qui doivent ne peuvent pas effectuer leur dépôt bancaire à terme dans cette entreprise. Et puis 68 individus peuvent effectuer leur dépôt bancaire à terme, sous-entendu avec un taux de 10,93% d'erreur. On va pouvoir aussi évaluer notre modèle à l'aide du diagramme de fiabilité. Ce diagramme va juste nous donner une confrontation entre les probabilités prédites et puis les probabilités observées. Les probabilités prédites, c'est par rapport au modèle d'apprentissage qu'on a utilisé. Les probabilités observées, c'est juste la proportion de positifs, c'est-à-dire des individus qui doivent réellement déposer leur dépôt bancaire à terme dans notre modèle. Et ces individus sont pris par rapport à nos 1000 observations sur les tests. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que si le modèle est bien calibré, les points doivent former une droite. Comme les points ne forment pas une droite, c'est-à-dire notre modèle n'est pas bien calibré. Il y a certains points qui sont surévalués, d'autres sous-évalués par rapport à la droite. Okay. Comme résultat ici, nous sommes basés de ces deux indicateurs d'évaluation utilisés, la
Nous avons remarqué que le modèle n'est pas très bon par rapport à notre diagramme de fiabilité. Les points associés aux différents groupes d'observation ne sont pas très bien alignés par rapport à la droite. Et puis il y a certaines zones où il y a des points qui sont sous-évalués, les autres sous-évalués, comme on le constate sur le graphique. Par rapport à la matrice de conclusion, nous venons d'expliquer combien des individus peuvent déposer leur dépôt à terme et combien d'individus ne peuvent pas déposer leur dépôt à terme par rapport à cette proportion. Et puis le taux de pourcentage d'erreur étant de 10 de 93%. Ça, c'est ce qu'on peut retenir de notre modèle d'apprentissage et d'évaluation par rapport à la matrice de confusion et puis par rapport au diagramme de fiabilité. On va pouvoir faire le test de validation de notre modèle. Ici, en faisant le test, dans Tanaja, il y a une fonction qui nous permet de faire le test, le modèle, le test sur l'apprentissage. Nous avons pris en considération nos mises d'observation des tests qui étaient mis de côté. Puis nous avons considéré en entrée de notre algorithme la variable prédite par le modèle pour l'apprentissage. Le résultat ici, on constate qu'on a 11,7% de taux d'erreur à partir de notre test de validation de notre modèle, ce qui explique par le nombre qui est 18 plus 99 des personnes qui peuvent déposer, où on n'a pas la certitude de déposer ou non les dépôts à terme, ce qui nous donne 117 individus. Ça explique exactement 11,7% du taux d'erreur qui est donné ici. Et puis 20 individus sur nos 1000 observations peuvent faire leur dépôt à terme. C'est-à-dire qu'on a la certitude sur 1000 observations d'avoir 20 personnes, 20 individus peuvent déposer leur dépôt à terme. Puis 863 individus ne peuvent pas déposer leur dépôt à terme. Conclusion, si on doit appliquer ces modèles sur la population, nous aurons approximativement 11,7% de chances d'effectuer une mauvaise prédiction sur les personnes qui doivent effectuer leur dépôt. Le modèle nous donne toutes les proportions possibles sur les personnes qui doivent déposer leur dépôt, sur les personnes qui ne peuvent pas déposer, et sur les personnes où on ne sait pas avec exactitude s'ils vont déposer ou pas leur dépôt à terme. Ce qui va nous donner le modèle en construisant la courbe lift, on peut se remarquer dans notre modèle d'apprentissage que, en considérant 1000 individus, on teste toujours. 119, c'est pas trop clair, avec le modèle avec la courbe lift, il nous donne à partir de nos 1000 observations, on a 119 qui peuvent déposer leur dépôt à terme. Et si nous ciblons par exemple 300 individus, c'est-à-dire 30%. Le tableau ici nous donne de 30% de la population, c'est-à-dire d'individus sur notre modèle. On a à peu près 75% de chances d'avoir des personnes, des individus qui doivent déposer leur dépôt à terme. Ce qui nous donne, en faisant le calcul, 75% sur les 119 personnes qui doivent faire leur dépôt, on a à peu près 89 individus qui doivent faire leur dépôt à terme. C'est ce qu'on peut interpréter de la courbe lift. Par contre, ça, c'est-à-dire nous avons ciblé 300 personnes. Mais si on prend des personnes aléatoirement, sans pouvoir tenir compte de leur impact sur le jeu de données, nous constatons que, en prenant ces 30%, qui symbolise 300 individus dans l'ensemble de notre jeu de données, on va remarquer que 3% des 119, ça nous donne 36 individus qui doivent faire leur dépôt à terme. En confrontant les deux techniques pour pouvoir cibler, aléatoirement plutôt, et pour pouvoir aussi cibler avec certitude les individus qui peuvent entrer dans notre évaluation de données, nous
constatons que nous avons, pour la première méthode, où nous ciblons 300 personnes, 300 individus, nous avons 53 individus supplémentaires qui peuvent être de surplus pour pouvoir déposer leur dépôt à terme à la banque. Ce qu'on peut conseiller ici, par rapport à notre analyse, nous allions proposer aux responsables de cette étude de pouvoir cibler certains individus sur l'ensemble des données, afin de pouvoir bénéficier d'un certain nombre supplémentaire de personnes qui doivent faire leur dépôt à terme. Par rapport à la comparaison, nous dirons l'analyse linéaire discriminante. Au niveau d'apprentissage, nous avons 11,13% d'erreurs. Au niveau des tests, nous avons 11% d'erreurs. Et la régression logistique, nous avons 10,93% d'erreurs à l'apprentissage. Au niveau des tests, 11,7%. Nous dirons que ce sont le taux d'erreur sur l'apprentissage et le test n'est pas si loin en termes de cas. C'est pratiquement trop. Comme conclusion, nous allons dire que l'analyse discriminante appliquée sur les mêmes variables produit exactement les mêmes performances en termes de taux d'erreur. C'est-à-dire que ce soit l'analyse discriminante linéaire, que ce soit la version logistique, il y a presque un même nombre d'erreurs de 11% pour notre cas. Nous constatons facilement que ces deux méthodes ne sont pas si loin en termes de performance. Et la première maximise la vraisemblance, la seconde correspond à une méthode de moindre carré. C'est dans ce sens que peuvent survenir des solutions différentes sur des cas pathologiques assez rares. Je vous remercie. Oui. Vous n'avez pas utilisé du coup les variables statistiques? Oui. Oui, nous avons fait cette étude, mais nous n'avons pas mentionné dans le cadre de notre travail parce que ce n'était pas ces niveaux qu'il fallait le faire. C'est un travail précédent, nous l'avons fait précédemment. Les variables discrètes, nous les avons placées de côté, c'est aussi par rapport à notre jeu de données. L'étude qui a été faite avec notre jeu de données a été faite en considérant qu'il y a des variables qui ont des impacts sur leur campagne, par rapport à leur campagne, par rapport à la variable à prédire. Les variables qui avaient un impact direct sur la variable à prédire. L'étude a été faite en considérant des variables qualitatives. C'est comme ça que nous ne sommes pas loin de l'étude qui a été élaborée. Nous nous sommes approchés de l'étude qui a été élaborée en utilisant deux méthodes. Merci madame.